Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons nous poser la question du legs de son patrimoine à une fondation. Comment est-ce que cela fonctionne et quelles sont les questions qu'il faut se poser? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Baudin, directeur adjoint au développement au sein de la Fondation de France. Bonjour Vincent Baudin. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau. Alors il y a effectivement plein de questions qu'on peut se poser sur le mécanisme de legs à une fondation. Peut-être qu'on va commencer par rapidement définir un peu ce mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, dans son testament, on inscrit l'idée que son patrimoine ira ensuite à une fondation après son décès, c'est ça? Exactement, c'est ça. On inscrit dans son testament qu'on veut faire bénéficier une association ou une fondation d'une partie ou de la totalité de son patrimoine. Et puis, rappeler que les personnes qui font ça, c'est avant tout pour servir une cause qui leur est importante, qui leur est chère et qu'ils ont envie de voir grandir, servir suite à leur décès. Donc on peut choisir la cause pour laquelle son patrimoine va s'engager après notre décès, pour le coup. Tout à fait. On choisit l'association ou la fondation qui va en bénéficier et on peut lui indiquer à quelle cause spécifique on souhaite que son patrimoine soit alloué. À la Fondation de France, par exemple, comme on a la possibilité d'agir en faveur de toutes les causes, les personnes qui nous lèguent décrivent précisément qu'elles souhaitent soutenir, par exemple, la recherche sur le cancer et la protection de l'environnement. On peut faire plusieurs choses en même temps. On peut choisir plusieurs causes, effectivement, si effectivement on fait ce legs à une fondation ou une association qui a cette possibilité-là. Exactement. Ou on peut faire bénéficier plusieurs aussi. Associations, bien sûr, ou fondations ou associations. Est-ce que, c'est une question qui est peut-être triviale, mais est-ce que les fondations ou les associations sont conscientes, avant que le legs arrive, qu'il va y avoir un legs qui va leur être C'est une très bonne question. Pas forcément. Quand on se parle entre les différentes organisations et associations, on constate qu'environ la moitié des personnes qui indiquent une association, une fondation bénéficiaire sur leur testament n'ont pas prévenu avant l'association et la fondation. On peut être étonné de ce choix-là et puis on peut conseiller à toutes les personnes qui font un legs de préalablement informer l'association ou la fondation bénéficiaire parce qu'on va pouvoir mieux comprendre le projet de la personne, ce qu'elle souhaite voir, la manière dont on va utiliser son patrimoine, et donc pouvoir échanger avec elle avant, c'est être sûr de bien pouvoir respecter ses souhaits et ses volontés. Donc on invite vraiment les personnes à contacter les... à prévenir quand ils effectuent un legs auprès d'une fondation. Alors, on a coutume de penser, Vincent Baudin, que... ceux qui font des legs à une fondation sont ceux qui n'ont pas d'héritier ou pas d'héritier direct. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que pour la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas d'héritier, mais toute une partie, toute une part, et celle-ci est grandissante, ce sont des personnes qui ont des héritiers réservataires, des enfants. D'accord. Et donc, quand on a des enfants, on a une part réservataire, une part qui leur est dédiée, qui varie selon le nombre d'enfants qu'on a. Si on a un enfant, on doit lui réserver 50% de son patrimoine. 2 enfants, 2 tiers, 3 enfants et plus, 3 quarts. D'accord. Et ce qui reste, la fameuse quotité disponible, on peut la donner à une association, à une fondation de son choix. D'accord, donc c'est très réglementé juridiquement. On est obligé effectivement quand même de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Et ensuite, par contre, on peut décider de le léguer à une association ou à une fondation. Alors, quand on parle de transférer ou de léguer son patrimoine, quand on parle d'un contrat d'assurance vie par exemple, ou d'un compte courant, ça paraît assez évident. On parle de somme d'argent, ça passe d'un compte à un autre. Bon, tout le monde comprend le mécanisme. Quand on parle de patrimoine, quand on détient des actions par exemple sur un PEA, d'actions parce qu'on a un portefeuille avec lequel on a acheté des actions en bourse, quand on a un patrimoine immobilier ou autre, comment est-ce que cela fonctionne quand on en arrive au legs à une fondation ? Alors, je vais prendre l'exemple d'une personne qui n'a pas d'héritier réservataire pour peut-être simplifier le schéma. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on va lui conseiller, c'est avant tout déjà de désigner la fondation comme légataire universel. C'est-à-dire que c'est elle qui va gérer l'ensemble de la succession. Ça va faciliter son traitement plutôt que de le ventiler directement entre différents légataires. D'accord. Donc déjà, ça va faciliter la succession. Si vous lui léguez
vos comptes en banque ou un patrimoine immobilier, le légataire universel va être chargé de la liquidation de ce patrimoine. D'accord. Si c'est par exemple un bien immobilier, de la vente du bien immobilier. Et ensuite, vous pouvez décider que le légataire universel conserve l'ensemble de l'actif et de sa valeur, ou vous pouvez aussi lui demander d'en reverser une partie à un proche ou à une autre association. Le légataire universel n'est pas obligé de récolter in fine 100% de la valeur de votre patrimoine. C'est lui qui va être chargé du règlement de la succession. Et vous pouvez lui demander d'en reverser une partie à une personne ou à une autre organisation. Alors effectivement, quand on parle d'actions cotées, là on imagine bien effectivement que la finalité c'est de les vendre pour ensuite investir cet argent potentiellement donc pour servir la cause pour laquelle on s'est engagé. Quand on parle de transmission d'une maison, par exemple, d'un appartement, d'un actif immobilier, est-ce que à partir du moment où on a légué à la fondation, on fait confiance à la fondation pour en faire le meilleur usage possible, ou est-ce qu'on peut mettre des conditions pour dire merci de ne pas vendre cette maison, mais j'aimerais que cette maison serve à accueillir certaines personnes ou que ce soit un lieu d'échange ou de rencontre? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les charges non philanthropiques que vous allez assigner lors de la transmission. Donc, il est tout à fait possible de le faire, mais dans ces cas-là, on invite vraiment les personnes à contacter préalablement les fondations. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec 10 maisons dont vous ne savez pas quoi faire. Exactement. Et puis, si la fondation a une charge, par exemple, de transformer, vous lui demandez que votre maison devienne un centre d'accueil d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, par exemple. L'idée peut paraître excellente, mais in fine, peut-être que les coûts de transformation de cette maison, de la mise aux normes, va être très cher, qu'elle va être dans un endroit où il n'y a pas forcément un besoin. Et donc là, la fondation va devoir malheureusement refuser l'ensemble de la succession parce qu'elle ne pourra pas répondre à une charge, à une demande précise. Dès qu'une fondation ou une association ne peut pas répondre à une demande précise, elle est obligée de refuser l'ensemble du legs qui risque de tomber en déshérence. Donc, d'où l'utilité, quand on a un projet spécifique, une charge, de contacter préalablement la fondation. Parce que la fondation est obligée juridiquement de respecter les charges lors du legs. Tout à fait. Il y a un engagement très clair. Ces dossiers sont acceptés par chaque conseil d'administration des structures et juridiquement, les fondations sont tenues de respecter l'ensemble des charges qu'elles acceptent. Alors, j'imagine qu'il y a un sujet fiscalité également quand on fait un legs à une fondation. Alors, on peut se demander effectivement s'il y a un réel intérêt de penser fiscalité alors qu'effectivement on parle de transmission ou de testament, mais quel impact sur la fiscalité? C'est une très bonne question parce que quand on lègue, je vais prendre un exemple 100 à une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, elle va être exonérée totalement des droits la fondation, de mutation et de succession. La fondation, Donc, elle va bénéficier des 100. D'accord. Et je reviens à mon exemple de tout à l'heure où vous voulez aussi donner une partie à un proche. Bien sûr, c'est marrant, j'ai pensé à ça aussi. Voilà, parce qu'on peut vouloir faire les deux en même temps. On peut se dire, moi je veux aider la recherche sur Alzheimer et je veux en même temps qu'un ami qui m'a été fidèle, je puisse lui donner une partie du mobilier, lui donner de l'argent tout simplement. Eh bien, dans ces cas-là, il y a un mécanisme qu'il est important de connaître. C'est le mécanisme du legs net de frais et droits. D'accord. Je prends un exemple concret. Si j'ai un parent éloigné ou un ami, si je lui transmets 100 directement, je vais payer 60 de droits. Oui, bien sûr. Donc, il va avoir 40. Eh bien, si je passe par une fondation comme la Fondation de France, je peux dire, je lègue 100 à la Fondation de France. La Fondation de France va avoir ses 100. Et je demande à la Fondation de France de donner 40 à cet ami. La Fondation de France va payer des droits de succession uniquement sur les 40. Donc 60% de 40. Donc il y aura quand même des droits de succession payés pour... D'accord, je comprends. Que 60% de 40, ça fait 24. Et il va rester 36 pour le projet d'intérêt général et soutenir des actions de la Fondation de France. Donc, tout en donnant toujours 40 aux proches, je peux en même temps servir la cause qui m'est chère. Et ça, c'est un mécanisme qui est trop peu connu et qui permet de donner à un proche, transmettre à un proche, et en même temps... Ça ne marche pas pour des héritiers réservataires, pour le coup. Non. Oui, c'est ça.
Là, effectivement, c'est très encadré et c'est de l'argent qui leur va directement. Mais effectivement, on parle d'un ami ou d'héritier indirect. Une question également, on peut être à la tête d'une société, notamment si je reprends mon exemple immobilier à la tête d'une SCI. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on donne des parts ou l'intégralité du capital d'une société à une fondation? Alors, ce qui va se passer, c'est que quand le testateur, celui qui lègue, fait ça, son intention, c'est d'être le plus utile possible à la cause qui l'intéresse. Donc, la fondation ou l'association qui va bénéficier de ces parts-là n'a pas vocation à les garder dans la durée. Le but, c'est pas de conserver pour les 100 prochaines années forcément la société. Le but, c'est de les vendre et de les valoriser au mieux. Et donc, ce que va chercher à faire la Fondation, c'est de vendre ces parts-là au bon moment pour sortir dans les meilleures conditions et après dépenser cet argent pour ces actions. Donc il vaut mieux finalement les vendre avant et ensuite faire un don à une fondation, c'est plus simple. Ça dépend. La difficulté à liquider, c'est vrai que si on prend des parts d'une société familiale, mais il va falloir s'assurer avant qu'il y a des acheteurs potentiels et qu'on va pouvoir les rendre liquides. Voilà. On finira là-dessus. Merci beaucoup Vincent Baudin d'être venu sur ce plateau pour décrypter un petit peu les mécanismes de legs à une fondation. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint au développement chez la Fondation de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.